Bonsoir à toutes et à tous et merci. Sincèrement, merci d'être avec nous ce soir. Malgré les confinements, malgré les couvre-feux, malgré tout ce qui pèse sur vos vies en ce moment, en dépit de ce virus qui péniblement s'incruste en chacun d'entre nous. Ce virus nous tient à l'écart de la culture, des lieux de culture comme celui-ci où je me trouve ce soir, alors qu'on aurait tant besoin de s'y retrouver ensemble. C'est ce que nous allons tenter tout de même ce soir de faire avec vous. Et nous sommes ainsi ravis, sincèrement ravis de vous présenter la nouvelle exposition du Musée des Confluences, La Terre en héritage. Cet héritage que nous avons tous en partage et en responsabilité. Et que malgré les difficultés du moment, le Musée des Confluences continue d'explorer pour vous. Ce que vous allez découvrir jusqu'au 30 janvier 2022 est le fruit d'une singulière et intense collaboration entre le Musée des Confluences, donc bien sûr, l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive, et l'École urbaine de Lyon. J'espère pouvoir humblement vous en faire partager l'essentiel ce soir, vous en donner à voir toute la beauté et toute la puissance. Avant bien sûr que vous puissiez vous-même venir la découvrir. Cela viendra, c'est certain, très vite. Et bientôt, La Terre en héritage, cette exposition, le musée, votre musée, vous accueilleront à nouveau. C'est d'ailleurs pour cela que sans relâche, le Musée des Confluences a continué à travailler, a poursuivi avec détermination et force son travail et son œuvre essentielle, diffuser la culture. Ces équipes ont voulu continuer à imaginer, à réfléchir, à ouvrir les esprits sur le monde. Et d'ailleurs, c'est bien du monde dont on va vous parler ce soir, que vous allez regarder avec nous. Un monde qui change brutalement, au cœur d'un village comme celui-ci où je me trouve, il y a 12 000 années. C'est l'entrée de l'humanité dans l'ère du néolithique. C'est la rupture la plus fondamentale qu'ait connue l'histoire humaine, nous dit Jean-Paul Demoule. C'est un archéologue, préhistorien et l'un des membres du comité scientifique de l'exposition. C'est le moment où l'homme développe l'agriculture, l'élevage. Il commence à se sédentariser. En découleront d'indéniables et merveilleux progrès, bien sûr. Mais c'est à ce moment-là aussi que débutera alors l'exploitation de la nature, un changement fondamental, radical, de notre rapport aux êtres vivants. C'est le lancement aussi des mécanismes de production. Plus rien ne sera jamais comme avant, plus rien ne s'arrêtera. Plus rien ne changera jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Cette époque où les actions humaines sont si intenses, s'exercent avec tant de force sur notre planète qu'elles en ont changé le cours et le destin. Comment en est-on arrivé là ? C'est probablement la question qu'on s'est tous le plus posée cette année. À une époque où toute la population mondiale, la Terre entière, vit sous la menace d'un virus. Alors, sans doute qu'une partie de la réponse est ici, dans cette exposition, à travers ces objets qui vous seront présentés. C'est ce voyage, des temps anciens jusqu'à aujourd'hui, ce mécanisme que l'exposition va ausculter pour vous. Loin des discours théoriques, mais par le quotidien de ceux qui ont peuplé la Terre et qui la peuplent encore aujourd'hui, en observant leurs objets, leurs habitudes, leurs envies de progrès. Vous verrez des pièces remarquables, des outils, des bijoux, mis en regard avec des œuvres contemporaines. Vous découvrirez le village du néolithique qui fait écho aux grandes mégapoles contemporaines. Vous verrez à l'entrée de l'exposition un petit couteau, tout petit, un couteau à blé. Il ouvre l'exposition. Il semble anodin et pourtant il a lancé une vraie révolution. Alors comment habiter la Terre désormais ? On ne trouvera pas ici toutes les réponses, mais il y a quelques pistes, de sérieuses pistes. Je vous propose donc de lancer cette réflexion ensemble ce soir, de plonger au cœur de cette exposition et sur cette terre qui est la nôtre et que nous habitons, par un court film que je vous présente ici. Voilà donc notre terre en héritage, notre terre telle qu'en elle-même aujourd'hui, telle que nous l'avons bâtie finalement, telle que nous l'avons laissée. C'est ce que nous en avons fait et les signaux de sa détérioration ne datent pas d'hier. Notre premier invité ce soir en a fait un combat depuis longtemps.
Bruno Bernard est le président de la métropole. Il a également fait de la bataille pour le maintien des activités culturelles une priorité. Il va nous expliquer en quoi cette exposition, cette terre en héritage, satisfait deux de ses combats, la terre, sa préservation, et l'objectif que la culture vive encore et toujours, et qu'elle se diffuse ce soir encore. On l'écoute. Chers amis, il n'y a pas de place aujourd'hui pour les regrets. C'est de reconnaissance et d'admiration dont je veux vous parler. L'admiration qu'aspirent les acteurs du monde culturel, pas un n'a détourné le regard de sa mission essentielle. Nous enchanter, nous ravir, nous proposer l'évasion, nous déranger, nous interpeller, ou comme avec cette exposition, la terre en héritage, cultiver notre citoyenneté. Les acteurs culturels sont là, à leur tâche. Tous, et c'est évidemment vrai des équipes du Musée des Confluences, sont restés mobilisés pour que vive la culture. À imaginer et déployer des expositions, malgré la fermeture des musées, comme aujourd'hui grâce à cette visite virtuelle, ou encore à l'hôtel de la métropole de Lyon, grâce à des expositions de poche qu'ils installent hors les murs. L'exposition que vous allez découvrir dans un instant, j'ai eu la chance de la visiter il y a quelques jours. Les pièces qui y sont présentées sont impressionnantes d'humanité. L'empreinte de l'homme fascine, mais son impact nous effraie. Rare témoignage du néolithique, des objets de la vie quotidienne côtoient de véritables œuvres d'art. La cohérence du propos en fait un objet culturel, à la fois très exigeant et très accessible. C'est dans cette simplicité que réside souvent la marque des grandes expositions. La terre en héritage nous plonge dans la conscience des défis environnementaux auxquels nous sommes collectivement confrontés. Prendre conscience de ces défis, c'est en saisir l'origine. La main de l'homme, posée partout sur notre planète et sur le vivant depuis le néolithique. Comprendre ainsi comment l'Anthropocène est survenu, c'est apporter un début de réponse aux urgences environnementales et humaines qui se sont imposées visiblement depuis des années. La vertu pédagogique et le sursaut citoyen que provoque cette exposition est rare et précieux. Pour terminer, je vais vous dire toute l'envie et la patience qui sont les miennes de nous retrouver au Musée des Confluences, à l'Ugnum, au cinéma Le Zola, au Planétarium ou encore au Théâtre de la Renaissance, lorsque notre vie culturelle aura retrouvé ses lieux et repris ses droits pleinement. En attendant, portez-vous bien et bonne visite virtuelle de cette terre en héritage. Voilà, bien sûr, on espère tous pouvoir se retrouver ensemble dans un musée très vite, vous y accueillir ici au Musée des Confluences pour voir cette merveilleuse exposition. Je vous avoue que ce soir, je me sens un petit peu privilégié au milieu de cette exposition. J'ai un menhir derrière moi. J'ai pu contempler des objets incroyables. Bon, j'avoue que ça me donne une impression de privilège. J'espère pouvoir vous en faire partager un petit peu ce soir. Et d'ici là, vous allez pouvoir découvrir des choses, vous allez pouvoir visiter avec nous cette exposition. D'ailleurs, je vous propose de faire un premier voyage au cœur des objets, au cœur des dispositifs innovants qui ont été pensés pour cette exposition, à travers une nouvelle vidéo que vous allez découvrir tout de suite. C'est Christian Sermet, responsable du service des expositions du musée, qui vous en donne la clé. Comment habitons-nous la Terre? Comment sommes-nous arrivés à cette situation où nous ne pouvons plus contrôler nos agissements négatifs sur la planète? Comment, aujourd'hui, pouvons-nous inverser la tendance? Ce sont ces questions que soulève notre exposition. Devant cette problématique planétaire, cet enjeu contemporain, le Musée des Confluences, comme à son habitude, interroge le temps long. C'est pour cette raison que nous allons rechercher dans l'histoire des sociétés humaines le moment où la perception que nous avons de l'environnement a été bouleversée, il y a 12 000 ans au néolithique. Et puis également, dans un temps plus récent, au XIXe siècle, ou depuis les années 1950, le moment où cet emballement des effets négatifs sur la planète va s'accélérer. L'exposition débute par un état des lieux de la santé de la planète à travers un planisphère audiovisuel, puis à travers les 9 limites planétaires. Il s'agit en fait d'un travail de 60 scientifiques qui, en 2015, se sont réunis et ont réfléchi à l'établissement d'une grille de lecture de l'état de santé de la planète à travers l'identification de 9 limites. Parmi les 9 limites, il y en a 2 qui sont déjà atteintes. Parmi celles qui sont les mieux connues du grand public, c'est celle de l'érosion de la biodiversité et celle du réchauffement climatique. Mais il y en a d'autres, à fort enjeu, comme celle-ci, l'utilisation de l'eau douce.
Dans ce diorama, on suit les méandres d'une rivière avec une montagne où elle prend sa source, puis ensuite un village, une industrie, et pour arriver dans la plaine, des champs et des pâturages où on peut voir des vaches. Et à chaque fois, on a un tuyau qui nous ramène vers un robinet et qui nous permet de découvrir la consommation en eau potable. Et en fait, on découvre de manière assez surprenante que les industries ne consomment que 22% d'eau, l'irrigation agricole 70%, et finalement, les humains, pour leur usage domestique, ne consomment que 8% seulement d'eau potable. Après les 9 limites planétaires, nous nous retrouverons au cœur de l'exposition, il y a 12 000 ans au Néolithique, où nous débutons notre récit. Donc Christian Sermet va dire que la Terre était confrontée à 9 limites dont nous n'avons cessé de nous rapprocher depuis 12 000 ans. C'est ce sentiment d'urgence aussi que va vous donner à voir cette exposition. Il y a effectivement une forme d'urgence dans les objets qui sont présentés, dans les évolutions de la Terre. Pour continuer à découvrir ces problématiques et à en parler, nous accueillons 2 promoteurs passionnés de ces sujets-là. Je reçois Hélène Lafont-Couturier, qui est directrice du Musée des Confluences. Bonsoir. Bonsoir. Et Dominique Garcia, président de l'INRAP. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Hélène Lafont-Couturier, première question peut-être assez simple, c'est quand on voit cette exposition, cette envie de parler de la Terre, on se demande comment vous est venue l'idée, l'envie de nous raconter ce formidable voyage et en même temps délicat voyage jusqu'à aujourd'hui. En fait, l'idée, comme bien souvent pour les expositions, elle est venue d'une rencontre. Elle est venue d'une première rencontre avec l'INRAP. En 2015, le musée venait d'ouvrir et voilà, une première rencontre qui s'est poursuivie et qui a donné lieu à un contrat de coproduction avec l'INRAP et qui aboutit aujourd'hui avec cette exposition. Alors c'est le fruit d'une rencontre, mais c'est aussi le fruit d'objectifs communs et qui voilà, se concrétise avec l'exposition. Dominique Garcia, bonsoir. Bonsoir. Alors on va peut-être profiter de votre qualité d'archéologue pour vous poser une question toute simple, mais je pense que c'est important. On parle du néolithique. Le néolithique, c'est quoi? C'est quand? Et ça produit quoi? Alors on pourrait, ça a été tout à l'heure évoqué, c'est quand l'homme domestique les animaux, transforme les plantes, devient en fin de compte pasteur et devient agriculteur. Mais il est peut-être symbolisé aussi par la statue menhir que vous avez derrière vous. C'est quand l'homme se place au centre de son territoire. Il prend possession de l'espace. Avant, il occupait un milieu naturel. Cette fois-ci, il va le transformer. Il va se mettre au milieu. Il va en donner des limites. Il va en fin de compte le transformer avec des éléments qui durent encore jusqu'à nos jours. Hélène Lafont-Couturier, on voit bien que la question qui est posée et par Dominique Garcia et par cette exposition, elle est toute simple. C'est comment habiter la Terre finalement? Comment l'avons-nous habitée? Comment l'avons-nous abîmée? Comment l'habiter aujourd'hui? Et je trouve que ce qui est singulier et agréable dans cette exposition, c'est que cette question est posée pour le public, avec le public. Effectivement, l'enjeu, et c'est le propre d'un musée, c'est son rôle aussi d'être un peu un passeur de savoir, de rendre compréhensible la complexité. C'est un sujet complexe, il faut l'avouer. Et tout l'enjeu dans cette exposition était d'une forme de compréhension immédiate. Alors, cette exposition, aujourd'hui, ce que je vois et ce qui m'enchante, c'est qu'en fait, elle est pleine de poésie et de pédagogie. Il y a une forme de compréhension presque instinctive et immédiate du propos, puisqu'on a déroulé le temps depuis le néolithique jusqu'à nos jours, avec des dispositifs scénographiques qui offrent une forme de confrontation entre des objets du néolithique et des contemporains, une forme de choc visuel qui, tout d'un coup, permet une prise de conscience de ce qui se passe et du propos. Je prendrai juste pour exemple, effectivement, cette jarre magnifique qui servait de réservoir d'eau, qui en fait est confrontée à un frigidaire. Alors, il y a 12 000 ans, pas de frigidaire, mais effectivement déjà des choses pour conserver la nourriture, l'eau, et beaucoup d'objets qui sont présentés ici, qui nous donnent déjà les signaux de l'évolution de la société et de l'humanité. On va en retrouver beaucoup. Alors bien entendu, on le voit effectivement, cette jarre, pour prendre le même exemple, c'est du stockage, parce que être sédentaire, c'est préparer la saison qui vient, c'est donc stocker, c'est s'approprier, c'est aussi protéger ses stocks, c'est aussi se sédentariser. Donc ces éléments-là, on voit des éléments simples du vocabulaire qui provoquent un choc dans l'évolution de l'humanité quand l'homme s'installe, se sédentarise, stocke, protège, s'organise et en fin de compte va transformer cette planète. Comment ça
peser sur elle, effectivement, sur cette planète. Alors je sais que c'est une grande préoccupation du Musée des Confluences. Ce n'est pas la première exposition qui aborde ces thématiques essentielles. On voyait encore récemment Macaille sur une forêt primaire malgache, l'oiseau rare qui soulignait la disparition des espèces. On est là vraiment dans la vocation citoyenne du musée. Oui. Alors le Musée des Confluences, c'est un musée aussi, j'allais dire, un peu particulier, qui est pour moi, à mes yeux en tout cas, fondamental et essentiel parce qu'il transmet à la fois l'histoire de la nature, mais aussi l'histoire de l'humanité et du lien de l'homme avec la nature. Et ce propos, effectivement, on le porte à la fois dans le parcours permanent, on peut le retrouver dans le parcours permanent, on le retrouve dans nos expositions, et aujourd'hui, avec 3 expositions, vous en citiez 2 autres, on a toujours eu ce souci aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire, d'être cette accessibilité, bien sûr, pour le public. Les expositions sont faites pour le public et les musées n'ont de sens qu'avec leur ouverture au public, ce qui fait qu'on en souffre beaucoup aujourd'hui. Et oui, excusez-moi, je vais en faire... Non, on disait qu'effectivement, il y avait une notion d'activité citoyenne du musée, mais qui va même au-delà de ce que vous présentez, parce que je crois que désormais, vous faites en sorte de recycler vos expositions, de les démonter proprement. On est très, très attachés, en fait... le musée se veut à la fois un musée exemplaire, respectueux, et la dimension environnementale est un vrai enjeu. Donc c'est presque une valeur qui traverse toutes les actions du musée. Et depuis l'année dernière, on travaille très activement sur la question des montages et démontages d'expositions, parce que pour parler d'un démontage propre, il faut envisager un montage éco-responsable et qui est également solidaire, puisque nous sommes arrivés avec la dernière exposition qui était Le Monde en tête à un réemploi à hauteur de 92% des matériaux de l'exposition, et qui est donc solidaire parce que ce réemploi se fait auprès d'associations, d'institutions, de structures du territoire. Très bien. Alors j'imagine qu'au néolithique, il y a 12 000 ans, on jetait moins de choses, on les conservait plus. Mais il y a une question qui m'intéresse. On vous imagine plus à genoux en train de gratter la terre qu'ici avec nous dans un musée. Alors qu'est-ce que l'archéologue que vous êtes fait dans un musée? Alors les archéologues de l'INRAP sont en permanence sur le terrain et sont d'ailleurs les témoins, les spectateurs de l'évolution du paysage et de l'aménagement du territoire. Ils fouillent à l'emplacement des autoroutes, ils fouillent à l'emplacement des voies ferrées, ils fouillent à l'emplacement des carrières, des lotissements. Donc ils voient se modifier cet espace et en même temps ils recueillent des données. Alors ces données, les archéologues ne les conservent pas que pour eux, il faut qu'ils retrouvent un endroit pour les mettre en perspective, pour les partager et également de leur donner une histoire. Et l'histoire que l'INRAP tient à raconter, c'est celle d'une archéologie qui résonne avec des questionnements contemporains, dont celui de l'Anthropocène. Et donc grâce au Musée des Confluences, grâce à ce partenariat scientifique et culturel, on a pu œuvrer, participer à la mise en place de cette belle exposition en mettant des objets qui font, en vis-à-vis de documents actuels, poser des questions. Vous parliez tout à l'heure de réponses. Si toutes les bonnes réponses ne sont pas là, en tout cas, les bonnes questions sont posées sur ce terrain. Et je crois d'ailleurs que l'INRAP va dépasser cette exposition et consacrer des cycles au néolithique, plus largement. Cette année, effectivement, l'INRAP dédie sa saison culturelle et scientifique au néolithique. Et donc, partout en France, on va essayer, par le biais de conférences, par le biais de présentations de sites, par des publications, par des rencontres avec des élèves des écoles et des lycées, de partager cette notion, faire un bilan un peu d'un état des connaissances concernant le néolithique en France, le partager avec le plus grand nombre, mais la pièce maîtresse, bien entendu, c'est ici. Au Musée des Confluences qu'on le rencontre. La pièce maîtresse qui manque, juste pour conclure, c'est le public quand même. C'est le public, oui, parce que c'est ce lien et c'est ce travail de maintenir le lien au public avec cette avant-première qu'on propose ce soir, en attendant de pouvoir vous accueillir dès que nous aurons la possibilité de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On va continuer cette passionnante épopée, ce voyage donc sur notre terre, on peut le dire comme ça. Je vous propose, pour explorer, avancer un petit peu plus dans le contenu de l'exposition, de regarder une deuxième capsule, une deuxième séquence au cœur de l'exposition. Je vous propose de la regarder.
Nous commençons notre récit par le néolithique. C'est une époque qui est identifiée notamment grâce à l'archéologie comme une période charnière pour l'humanité, en ce sens que l'homme, qui avait passé 300 000 ans de son existence à être nomade, devient sédentaire. Il apprend à domestiquer les plantes, à domestiquer les animaux. Et c'est une bascule d'une portée culturelle et technologique gigantesque qui se passe d'abord au Moyen-Orient vers moins 10 000 avant notre ère, mais qui se produit en même temps ou dans des périodes successives sur la totalité de la planète. Dans cette exposition, nous essayons de montrer comment cette bascule a impacté durablement les sociétés humaines en explorant 3 thématiques qui nous ont semblé traiter d'enjeux fondamentaux pour nous, même actuellement, c'est-à-dire se nourrir, avec les questions liées à la domestication des animaux, au rapport avec les animaux et à la domestication des plantes, et donc l'agriculture. La thématique posséder, qui explore, elle, la question de la production, de l'exploitation des ressources et la question de la consommation. Et la 3e thématique, occuper la terre, qui explore la manière dont on l'occupe par l'habitat et par les grandes infrastructures qui permettent la circulation des hommes et des biens sur tous les territoires. Le public va donc pouvoir découvrir dans cette exposition des objets archéologiques magnifiques, pour certains jamais exposés auparavant, en dialogue et en confrontation avec des objets contemporains qui sont plus familiers, qui font partie de notre culture quotidienne. On a voulu par moments faire des rapprochements encore plus poussés entre des objets très anciens et des objets plus modernes, en mettant en confrontation directe, donc d'une certaine manière un choc un peu temporel et visuel des objets. Je pense par exemple à cette petite bouteille en terre cuite d'il y a environ 5000 ans, qui est présentée en vis-à-vis avec une bouteille en plastique de Coca-Cola, qui nous fait bien réfléchir au fait que, bien que l'usage soit le même depuis des millénaires, les modes de fabrication et surtout l'impact sur l'environnement ne sont certainement pas les mêmes d'une époque à l'autre. Alors on voit bien que cette exposition couvre un très large spectre de la façon que nous avons d'occuper, d'habiter la Terre, d'y séjourner bien sûr, de s'y alimenter, de produire, mais aussi d'y paraître, de posséder. C'est une notion très intéressante dans cette exposition, qui a été conçue donc par la force de travail des spécialistes du musée des Confluences, sous l'impulsion, on peut la citer, de Ménig Le Baquer, qui travaille au musée, ainsi donc d'Alessia Bonanini pour l'INRAP, que vous venez de voir et d'entendre désormais. En lien, on l'a vu aussi dans différentes capsules avec Christian Sermet. Ensemble, ils ont piloté, animé un conseil scientifique dont je vous propose désormais d'entendre 2 membres. Le premier, c'est Jean-Paul Demoule, dont je vous parlais tout à l'heure, donc néolithicien, ancien président de l'INRAP, archéologue. Il va nous parler des ruptures fondamentales qui se sont opérées il y a 12 000 ans au néolithique. Et puis vous entendrez à la suite Michel Dussault, qui est géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon, qui lui va nous faire un saut dans le temps, au bout du temps et de la chaîne, là où nous sommes aujourd'hui, dans cet anthropocène où nous vivons et où les mécanismes à l'œuvre pèsent sur la planète. Je vous propose de les écouter. Le néolithique, c'est la rupture la plus fondamentale dans l'histoire humaine. Sinon, nous serions toujours des chasseurs-cueilleurs vivant en petits groupes dans une forêt, sur les bords du Rhône, par exemple. En apportant l'agriculture sédentaire, le néolithique sécurise l'alimentation humaine, mais fait exploser la démographie humaine avec 3 conséquences majeures. Une course au progrès technique permanente pour nourrir de plus en plus d'humains dans une planète, sur une planète finie. Deuxièmement, une augmentation régulière des conflits entre humains, puisqu'il y a de plus en plus de communautés humaines et de taille de plus en plus grande. Et troisièmement, des sociétés humaines qui vont avoir tendance à être de plus en plus inégalitaires et hiérarchisées, même si régulièrement il y aura des mouvements de résistance, des révolutions pour faire baisser un peu ce niveau d'inégalité. Et tout ça va constituer les racines de l'Anthropocène, même si
l'Anthropocène que je fais effectivement commencer au néolithique est très faible, est un signal très faible au début et évidemment devient majeur très progressivement. Et ça a été tout l'intérêt pour ma collègue Muriel Gandelin et moi-même de travailler avec nos collègues géographes spécialistes de l'Anthropocène pour pouvoir retracer cette trajectoire en partant du début, jusqu'à l'actualité et peut-être l'avenir. Donc nous nous sommes efforcés en ce qui nous concernait de réunir non seulement de présenter des problématiques, mais d'être aussi très visuel, puisqu'on est dans une exposition grand public, donc de faire venir des objets qui à la fois résument le néolithique et en même temps soient un peu frappants, de différents musées de France et d'Europe, dont certains n'avaient jamais été montrés en France. Donc ça a été un travail très, très fructueux également pour nous sortir justement un peu de nos propres problématiques pour pouvoir retracer cette trajectoire et donner à penser, puisque à notre avis c'est aussi une exposition citoyenne qui doit faire réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire, puisque rien n'est jamais fatal. Le parti pris audacieux de cette exposition, c'est de mettre en relation deux périodes de l'histoire humaine en apparence très dissemblables. Le néolithique d'un côté et la mondialisation contemporaine de l'autre. En ce qui nous concerne, à l'école urbaine, nous avons apporté nos connaissances pour essayer de réfléchir à la mondialisation contemporaine. Pour nous, cette mondialisation s'ouvre après 1950 et elle consiste en vérité en une urbanisation généralisée de la Terre. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de documenter avec les équipes du musée cette urbanisation de la Terre et surtout de comprendre en quoi cette urbanisation était responsable, était le vecteur d'un certain nombre d'impacts environnementaux très importants, en quoi cette urbanisation forçait les systèmes biophysiques planétaires, comme on a l'habitude de le dire, et changeait radicalement les conditions de l'environnement que nous pouvons, nous, êtres humains, avoir à connaître. De ce point de vue-là, nous établissons une sorte de parallèle entre le néolithique, moment où les êtres humains en société inventent un nouveau rapport à la nature, et la mondialisation contemporaine, époque où, en raison même de nos activités et de leurs impacts environnementaux, nous sommes aussi obligés de réfléchir de nouveau à nos relations au système planétaire, à notre environnement biophysique. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus enclins à prendre conscience de quelque chose. Nous comprenons chaque jour un peu plus que nous allons, en raison même du changement global, connaître une crise de l'habitabilité de la planète Terre. Dans quelques décennies, nous savons désormais qu'un certain nombre d'espaces terrestres ne seront peut-être plus habitables dans des conditions de confort par le plus grand nombre d'êtres humains. Eh bien, c'est ça qu'on appelle l'entrée dans l'Anthropocène, ce nouveau mot qui a été forgé il y a quelques années, au début du XXIe siècle, pour parler de cette période contemporaine. Et le projet de cette exposition, c'est de mettre en relation, en tension, le néolithique et l'Anthropocène. Alors, certains espaces de la Terre bientôt ne seront plus habitables, nous dit Michel Lusseau. Effectivement, c'est une crainte d'autres secteurs secrets bouleversant la planète, des continents arides, des secteurs urbanisés à outrance et parfois des océans de plastique, des continents qui flottent comme ça au milieu de l'océan. Justement, l'exposition aborde aussi cette question de nos déchets, du plastique. Je vous propose tout de suite de retourner au cœur de l'exposition pour à nouveau en découvrir une des facettes les plus contemporaines. Regardez. Un des marqueurs des activités humaines des 20e et 21e siècles, c'est la matière première, le plastique. Auparavant, les contenants étaient fabriqués soit en bois, soit en terre cuite, en métal ou en verre. Quand ils étaient abîmés, on les réparait. Et puis, on pouvait les réemployer pour d'autres usages. Au pire, si on les jetait, cela ne polluait pas l'environnement. Et puis, avec la pétrochimie, au XXe siècle, l'invention du plastique, on va l'utiliser pour beaucoup d'usages, et notamment les contenants.
à l'époque des années 70, par exemple, des industriels vont se dire la consigne du verre notamment, et au début la consigne du plastique, coûte de l'argent. Et donc au final, on va produire des contenants qu'on va pouvoir jeter. Et puis des décennies ensuite, et aujourd'hui, on fait le constat que la planète, et notamment les océans, sont couverts de continents de plastique qui flottent entre deux eaux, cela on peut les percevoir, mais plus grave, avec l'eau de mer, ils se désagrègent et ces particules tombent au fond des océans et sont ingérées par grand nombre d'espèces marines et vont se retrouver dans la chaîne alimentaire, jusqu'à nous. Et on sait aujourd'hui que la matière plastique est un des perturbateurs endocriniens. C'est pour cette raison que les pays industrialisés ont décidé, en 2019, de rajouter sur la liste des déchets interdits d'exportation et des déchets nuisibles, de rajouter le plastique et d'interdire donc aux producteurs de plastique d'aller faire recycler, voire d'aller envoyer aux quatre coins du monde dans des décharges toute leur production. Dorénavant, les producteurs de plastique sont dans l'obligation de traiter eux-mêmes leurs déchets. Et cela a un effet notamment sur la quantité de plastique produit, puisque maintenant nous ne pouvons plus exporter le problème, et donc sur sa consommation. Il est donc intéressant de voir qu'en prenant des décisions internationales, on arrive à infléchir cette tendance de surconsommation et de surutilisation, et donc de pollution de la planète. Alors bien sûr, une exposition, ce sont des pièces qu'on vous montre, ce sont des objets, des dispositifs originaux, mais pas uniquement. Il y a tout un tas de choses autour qui se passent. Pour nous en parler, je reçois sur ce plateau Pierre-Henri Alquier. Bonsoir, vous êtes directeur du développement culturel et des publics du musée, donc en charge de tout ce qu'on met autour de l'exposition. Alors dites-nous déjà pour commencer, parlez-nous de tout le cycle de débats et de conférences qu'on va pouvoir suivre. Bonsoir. Donc effectivement, on va accompagner l'exposition par différentes propositions de médiation ou de programmation scientifique et culturelle, et ça va se décliner en conférences, en concerts ou en ateliers de médiation. On proposera par exemple dans la dynamique de conférences des rencontres avec des grandes personnalités du monde des sciences et des idées qui vont s'intéresser à 3 axes majeurs en fait, qui se déclineront au fil de l'exposition, puis au-delà. Par exemple, un cycle sur penser le vivant pour essayer de raconter notre relation au vivant à travers les philosophies, à travers l'anthropologie, la biologie, etc. On aura également un dispositif autour de la question de l'hospitalité. C'est une grande question qui traverse aussi ces sujets liés aux migrations humaines notamment, et qui vont interroger la façon dont on habite la Terre en contrepoint finalement de l'exposition et comment on la rend parfois inhospitalière. Alors beaucoup de débats, de conférences, de réflexions au cœur des questionnements contemporains, on est vraiment là-dedans. Mais pas uniquement, il y a aussi des dispositifs pour les plus petits, parce que c'est important quand même de les amener à réfléchir avec nous au musée. Alors, c'est une exposition très accessible et on l'appuie encore par exemple un étonnant atelier qu'on va aménager dans des conteneurs maritimes qui seront installés sur le parvis du musée à partir du mois de juin et qui propose aux enfants de 9 à 13 ans de vivre une aventure scientifique et citoyenne autour des menaces sur les animaux. On va les engager à chercher des preuves, des indices qui vont les aider à construire des arguments pour convaincre les décideurs de préserver, d'agir pour la biodiversité. À la jeunesse de sauver la Terre, c'est son rôle. Mais alors, le public n'est pas avec nous ce soir, mais il va venir nous rejoindre très vite, on le sait, très bientôt. Mais d'ici là, il va pouvoir aussi voir l'exposition, parce que je crois que vous avez pensé à un dispositif immersif à 360 degrés au cœur de l'exposition, que très bientôt on va pouvoir consulter. Alors effectivement, on propose des visites virtuelles, des visites commentées qui reposent sur une technologie à 360 degrés qui permet vraiment de se balader dans l'image et de voir l'exposition comme si on était dans la salle sous tous les angles. C'est un dispositif avec médiation. Donc un médiateur sera en relation vraiment avec vous. Vous pourrez en petits groupes sur réservation découvrir l'exposition au rythme d'une découverte du parcours et des échanges que vous pourrez avoir avec le médiateur. Merci beaucoup. On a hâte que ça soit en place. En tout cas, voilà, cette exposition est au cœur des questionnements contemporains. On le voit bien, on vient de le voir encore, au cœur de la réflexion qu'on a sur la façon qu'on a d'habiter cette terre et malheureusement de l'abîmer.
beaucoup nous ont déjà alertés sur ces enjeux, sur ces défis et sur ces dangers. C'est ce qu'on voit dans le parcours final. Avec cette question, c'est finalement comment dépasser ça, comment avoir un projet de vie durable sur cette terre. C'est toute la question du lien, de notre lien avec la nature, de notre lien avec les autres. Et c'est l'objet de cette 4e capsule que je vous propose de regarder désormais. Nous avons vu au cours de l'exposition comment notre perception de la nature avait évolué il y a 12 000 ans. Nous avons vu les nombreuses actions négatives sur l'environnement depuis quelques siècles, voire quand le phénomène s'accélère depuis quelques décennies. Mais nous avons aussi découvert de nombreuses solutions que l'on peut mettre en œuvre pour infléchir cette tendance. Or, pour quelles raisons nous n'arrivons pas à agir ? C'est la question qu'on peut se poser au pied de cet arbre, qui est un arbre à haïku, ces petits poèmes très brefs, mais riches de sens, qui nous invitent à la réflexion. Pour quelles raisons nous n'arrivons pas à agir ? J'ai en face de moi une citation de Romain Gary, qui date de 1968, dans Lettre à un éléphant, qui dit « Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus de place pour l'homme. » Ne serait-ce donc pas la distance qui s'est instaurée avec le temps entre les autres espèces et l'espèce humaine ? Certainement, et peut-être qu'on est même dans une nouvelle bascule comme au néolithique. Mais cette fois-ci, on en est conscient et il faut vraiment le vouloir pour assumer complètement cette transformation. Il est donc temps de retisser les liens avec les autres espèces vivantes. Quel voyage, 12 000 ans. Voilà, 12 000 ans que nous avons couverts déjà en une soirée au cœur des interrogations de l'être humain, de ses envies de progrès, de la façon qu'il a d'habiter cette terre. Et quel travail pour reconstituer tout ça dans cette exposition. J'imagine que ça fait chaud au cœur à nos 2 invités que je reçois désormais ici avec moi ce soir. Donc Fanny Dubo, bonsoir. Vous êtes la présidente de ce grand et beau musée. C'est ça. Et Cédric Van Stevendel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président à la métropole en charge de la culture. Vaste chantier et beau chantier aussi. Peut-être tout simplement, on peut commencer en vous demandant, vous qui avez parcouru cette exposition il y a quelques minutes à peine, ce que vous en retirez, ce qu'elle a créé comme réflexion en vous, quels sont les objets que vous avez préférés, ceux qui vous ont interpellé. Fanny Dubo, si vous voulez bien commencer. Oui, déjà on a eu la chance effectivement de visiter cette exposition. C'est pas donné à tout le monde en ce moment. Je crois que c'est un vrai voyage dans le temps. On va du néolithique à nos jours. C'est aussi une introspection en fait, puisque on parle de l'effet de l'être humain sur la nature et sur la terre, et parfois des effets irréversibles. Moi, ce qui m'a marqué, il y a 2 éléments un petit peu chocs dans cette exposition. On a un caisson où on entend la déforestation, les arbres qui tombent, les tronçonneuses, etc. Donc c'est un élément assez fort. Et puis ce cerf en fin d'exposition qui est mort avec les bois emprisonnés dans du plastique en Suisse. Donc voilà, c'est des éléments chocs de l'exposition, mais tout ça est contrebalancé par du positif, par des pistes, par des solutions. Et cette exposition nous laisse quand même un petit peu d'espoir, et ça aussi, je le retiens. Cédric Van Stevendel, vous aussi qui avez déambulé là tout à l'heure, je vous voyais regarder, vous arrêter, chercher. D'abord, on mesure quand même la chance qui est la nôtre, parce que je pense à celles et ceux qui nous regardent, et voilà, c'est vrai que ça nous permet de découvrir, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour que d'autres puissent le découvrir. La deuxième chose, c'est que je trouve que cette expo, alors le titre c'est La Terre en héritage, mais finalement elle démontre parfaitement, on ne sait pas si c'est Saint-Exupéry ou un proverbe indien, mais on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants, et je trouve que l'ensemble de cette expo le démontre parfaitement. Puis la troisième, je trouve que on est parfaitement dans ce que la culture peut faire, c'est-à-dire à la fois présenter des choses avec un certain regard bien sûr, mais elle est absolument pas dans une position de propagande, c'est-à-dire on n'entre pas ici et on sort en se disant tiens on m'a dit ce qu'il fallait que je fasse quoi. On m'a donné des clés, on m'a donné des choses très pédagogiques, et à partir de là je me construis ma propre opinion. Et là je crois que le musée et l'ensemble des acteurs de la culture sont à leur place quand ils font cela, et moi c'est ça qui m'intéresse dans cette mission de la délégation culture à la métropole. Très bien, surtout qu'on voit qu'effectivement on n'est pas ici dans des discours, on est dans des propositions, des objets, des pistes de réflexion. Alors ça a été un travail fantastique de ce musée dans une période quand même très trouble, très difficile. Il a fallu se réinventer, maintenir ce grand paquebot à flot. J'imagine que quand même c'est une fierté pour la présidente du musée que vous êtes. Oui, tout à fait. Le musée des Confluences est aujourd'hui, comme tous les musées, un musée fermé, mais ça reste un musée vivant, grâce notamment à ces équipes qui ont permis finalement le montage de cette exposition, cette inauguration
sociales, des équipes qui cherchent quand même toujours le lien avec le public, qui ont pu installer certaines œuvres du musée à l'hôtel de la Métropole, qui travaillent sur des événements en ligne. Je pense notamment à un concert qui a eu lieu il y a quelques jours, un concert de musique des civilisations. Enfin, il y a tout un travail qui est fait malgré cette fermeture, qu'on espère temporaire, qui est fait par les équipes. Et puis je voudrais souligner ce qu'a déjà dit Hélène Lafont-Couturier, un travail aussi sur les montages et démontages des expositions propres. Donc ça fait écho aux préoccupations de cette exposition qui a été fait et qui a été très souligné dans le monde des musées. Donc voilà, malgré cette fermeture, je tiens à tirer mon chapeau au travail des équipes du musée des Confluences qui ne chôment pas. Alors Cédric Van Sivendel, on rouvre quand ? Faut qu'on rouvre. Bien sûr, il faut qu'on rouvre. Et puis vous l'avez dit avec le président de la métropole, Bruno Bernard, et puis moi-même en tant que maire d'une ville sur laquelle il y a beaucoup d'équipements culturels, on œuvre pour cela. Moi, j'ai entendu, comme vous, les propos du président de la République hier soir. Il m'a semblé qu'il dressait un chemin. Et ça fait longtemps, et nous sommes nombreux élus locaux à lui demander cela. Non pas de trouver une solution, parce que personne ne l'a, mais de commencer à dresser des perspectives. Et là, il les dresse, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer, les acteurs de la culture notamment, vont pouvoir se projeter en disant, voilà, ça y est, les protocoles sanitaires, ils les ont déjà. Enfin, donc, à quelles conditions on va pouvoir réouvrir, quels sont les protocoles qu'on va mettre en place. Donc, moi, je retiens ça d'hier. On ne va pas polémiquer ce soir sur l'intervention du président de la République. Je retiens qu'il a donné une perspective et qu'elle était importante pour les acteurs de la culture qui se désespèrent, même si hier, c'était une belle journée pour Villeurbanne sur les questions de la culture, mais ça ne suffit pas. Enfin, ça s'estompe assez vite avec le fait qu'on retombe dans le quotidien des privations, notamment celle de culture. Donc, on a hâte et on est au travail depuis longtemps et on va continuer pour pouvoir tenir les délais dès que ça sera possible. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous. Cédric Van Sivendel nous parlait d'un chemin. Écoutez, on espère tous que ce chemin va s'ouvrir à nouveau bientôt et vous ramènera à nous, vous ramènera vers ce musée qui vous attend, vers cette exposition, parce qu'ici c'est votre musée, c'est cette terre, c'est votre terre en héritage. On a hâte que vous puissiez effectivement venir la partager. Nous arrivons au terme de cette soirée, au terme de ces 12 000 ans de voyage, en espérant vous avoir donné l'avant-goût et l'envie de la culture qui ne vous a sans doute jamais quitté et que le musée des Confluences s'évertuera encore et toujours à diffuser. Je tiens à vous remercier, vous tout particulièrement, d'avoir suivi cette retransmission ce soir. Et j'en suis certain, on va se retrouver tous ensemble ici très bientôt. Merci à toutes, merci à tous. Passez une excellente soirée et à très vite.